Pour faire céder ses parents qui refusent sa vocation de comédienne, Andrea Ferréol entame une grève de la faim jusqu'à ce qu'il cède. Elle n'a que 16 ans. 10 ans plus tard, elle répond à la demande de Marco Ferreri de prendre 25 kilos pour tourner La Grande Bouffe. Andrea Ferréol, quelle obstination, quel dévouement pour ce métier. Ah oui, quand on aime ce métier, où on le fait à fond, on ne le fait pas. Je rêvais d'être comédienne, j'ai rêvé de faire d'autres choses auparavant, chef d'orchestre, chanteuse d'opéra, mais bon, je n'avais pas la voix. Et donc, quand j'ai décidé que j'étais comédienne, il fallait que ce soit comédienne et j'ai tout fait pour y arriver. C'est-à-dire, j'ai vraiment beaucoup de volonté et c'est cette volonté-là que j'ai mis au service de mon métier. Alors, s'il n'y avait pas eu cette grève de la faim, quel métier auriez-vous pu faire? Oh, mes parents rêvaient que je me marie, que je reste à Aix-en-Provence, que voilà, et je n'avais pas d'autre métier. Oui, je voulais être interprète, je suis assez douée pour les langues étrangères, je voulais être hôtesse de l'air, mais vous voyez, c'est bien loin de comédienne. Alors, vous avez interrompu les Beaux-Arts à Aix-en-Provence accidentellement en tombant sur le tournage de À double tour de Claude Chabrol. Aujourd'hui, après 4 décennies d'une carrière énorme, internationale, vous venez de faire ériger une statue monumentale de Paul Cézanne à Aix, où vous défendez l'activité culturelle et artistique. Il vous fallait revenir à ce point de départ? Non, c'est que les hasards de la vie ont fait que l'on m'a présenté ce sculpteur. C'était 2006, les 100 ans de la mort de Paul Cézanne, une grande manifestation à Aix-en-Provence. Et donc, j'ai monté une association dont je suis la présidente. Quel travail! Et nous avons offert la statue à la ville d'Aix-en-Provence. Et depuis, je continue à faire ce qui s'appelle les flâneries d'art contemporain dans les jardins aixois. Donc, on va à la découverte du patrimoine puisqu'on va dans des jardins privés et dans lesquels je mets de la photographie, de la sculpture, de la céramique, de la peinture, des installations. Et j'ai corsé ça avec des acteurs qui disent des textes, de la danse, de l'opéra, du jazz. Voilà, c'est de l'art sous toutes ses formes qui se passe au mois de juin sur 2 jours au mois de juin, le 15 et 16 juin cette année. Vous dégagez une autorité naturelle. Est-ce que les rôles qui vous ressemblent sont plus faciles à jouer pour vous? Apparemment, on peut penser que oui, et puis il ne faut pas tomber dans la caricature, donc c'est aussi trouver une certaine finesse dans l'expression et dans le jeu, parce que sinon c'est trop facile, quoi. On prend une grosse voix et puis on y va. Non, non, il faut trouver l'intériorité du personnage, son passé, pourquoi il est là, pourquoi il agit comme ça, et donc ça c'est un vrai travail de comédienne. Où est-ce qu'on va chercher tout ça? Alors c'est quoi les points de départ, la source de l'interprétation quand on va chercher ces nuances? Eh bien, c'est penser à ce qui s'est passé dans sa propre vie. Moi, je m'appuie beaucoup, malheureusement, sur le décès de mon papa et de ma maman, parce que j'ai vécu les 2 décès qui m'ont beaucoup marquée. Et donc, c'est des souvenirs encore très vifs, très vivants, très présents. Quand vous voyez, quand vous êtes la personne qui les voit pour la dernière fois, et le dernier souffle, on peut dire, c'est quand même, ça vous marque à vie. Et donc je crois que ça, c'est tellement à l'intérieur de moi que ça m'aide, dans certaines situations, à exprimer certaines choses. Ça, c'est très important. Sinon, après, c'est la joie. Et si tu dois exprimer la joie, c'est pas simplement ha ha, rire. Non, c'est des joies qui te sont arrivées dans la vie, des choses un peu exceptionnelles, dont tu gardes des souvenirs très vifs, et très, très aigus, très pointus, et dont tu vas les rechercher dans ton cœur, dans tes tripes et dans ta tête pour essayer ils vont te servir à exprimer quelque chose. Voilà. Est-ce que vous entrez dans la peau de vos personnages ou est-ce que c'est les personnages qui rentrent dans votre peau? Je vois que vous avez répondu à la question, vous avez commencé à y répondre, vous avez compris le sens de la question. Oui, c'est-à-dire que... Ça se passe dans quel sens? Écoutez, moi, il y a juste une fois dans ma vie, j'ai fait une télévision qui s'appelle Au Bon Beurre et je jouais Madame Poissonnard. Vous voyez, je me souviens même du personnage, Monsieur et Madame toute la France Poissonnard. se souvient de ce personnage. Oui, Oui. Femme redoutable, qui dénonçait, enfin c'était un personnage épouvantable, mais en même temps que j'ai essayé de sauver. Bon, on pourrait parler du Bon Beurre pendant longtemps. Des mois après, mes amis, j'agissais comme Madame Poissonnard. Et c'est un rôle qui m'a tellement collé à la peau que je me mettais à la fenêtre chez moi, dans le deuxième, et je parlais à la fenêtre comme Madame Poissonnard. Et un jour, je me suis dit, non mais c'est incroyable. Et petit à petit, ce personnage est parti. Mais sinon, ça m'est arrivé très peu souvent, même très rarement. C'est plutôt, j'essaye d'amener le personnage à moi, et avec ce que je suis, et avec mon vécu et ma personnalité,
le créer. Il n'y a pas beaucoup, même dans des carrières alors, exemplaires comme la vôtre, où il y a eu en effet entre 300 et 400 pièces, théâtre et téléfilms confondus, il n'y a pas finalement tant de rôles qui marquent à ce point-là l'acteur, non? Et il en reste... Oh, je suis sûre qu'il y a il y a plein de rôles qui doivent marquer des acteurs, mais bon, mais celui-là m'avait particulièrement marqué, et puis peut-être les autres acteurs sont marqués par d'autres choses. Euh, Moi, j'ai eu cette expérience-là, et puis moi j'ai eu une expérience qui m'a beaucoup appris dans ma vie. C'est ma grande carrière, parce que c'était vraiment important, sur 30 ans en Italie. Et j'ai commencé ma carrière italienne au cinéma à l'époque où le son direct n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que nous jouions, il y avait un monsieur qui tapait, l'autre qui disait alors qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Ah ben, c'était une bonne pasta, oui. Et alors blablabla, tout le monde parlait, tout le monde s'exprimait. Et pour rester, il fallait rester concentré et jouer, malgré qu'il n'y avait pas de son direct. Et donc ça, c'est un exercice extraordinaire, parce que moi maintenant, on peut me faire ce qu'on veut. Je continue mon trajet. Un chien peut vous mordiller les pieds, oui, vous pouvez continuer à jouer votre gros plan. Le metteur en scène peut me dire allez, tu passes sous la table, je passe sous la table et je dis Phèdre. Voilà, je veux dire, j'ai été tellement à cette école rude, très rude. J'ai même fait un film où il y avait des gens qui parlaient allemand, anglais, italien, français. Et donc, quand tu ne connais pas toutes les langues, tu te dis quel est le dernier mot, il faut rester concentré, il faut entendre, il faut écouter, il faut être là. Et donc, cette période italienne, pour moi, a été voilà, ça a valu tous les professeurs du monde, quoi. Parlez-nous de ce film de François Truffaut, qui est un hymne au théâtre, Le Dernier Métro. Ah oui, Le Dernier Métro, c'est vrai que c'est un hymne au théâtre. Bien sûr. Et c'était un tournage... j'ai jamais vécu de tournage comme ça. Quand vous sortez de l'Italie et que vous arrivez sur un plateau de Truffaut, c'est le jour ou la nuit. Hein, c'est un bruit énorme. Et l'autre, c'est au contraire, tout le monde est concentré. Monsieur Truffaut disait vous à tout le monde. Il y avait un respect avec tous les techniciens. Chaque fois qu'un plan était fini, il y avait un silence. C'était le maestro qui parlait. Il disait je veux la caméra là. On mettait la caméra, les lumières se faisaient, nous on allait dans le... C'était un respect et un amour des comédiens comme jamais je n'ai connu dans mon métier. Vraiment, lui, il était exceptionnel pour ça. Et puis ce film, eh bien, avec Gérard, Catherine, c'était joyeux. On allait tous les soirs en projection, on s'arrêtait, on achetait des petits fromages, on les mangeait, après on allait dîner. Mais c'était vraiment amical, convivial, humainement formidable. Et le film, d'ailleurs, il en est ressorti formidable. Voilà. Et il a eu tous les Césars à l'époque. Voilà, un réalisateur qui a fait en effet un film hymne au théâtre avec ça, oui. hymne au cinéma avec La Nuit américaine. Oui. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas ne pas aimer les acteurs. Il adorait les acteurs. Il adorait les acteurs. Il avait un grand respect et il aimait travailler avec. Parce que mon personnage, qui était la décoratrice, à un moment avait une scène avec le collaborateur, ce grand monsieur un peu fort qui venait souvent dans le théâtre. Et cette scène, on sentait qu'il y avait une complicité, qu'on se connaissait bien et tout. Et là, au montage, il m'a téléphoné en me disant « Ça m'ennuie de mettre cette scène parce que votre personnage est vraiment sympathique. » Et du moment qu'on sent que vous êtes en connivence avec Jean-Louis Richard, qui est collaborateur, qu'on sent qu'il est à la limite, tout d'un coup, ça ne me plaît plus. Ça ne vous ennuie pas si je coupe la scène? Je dis bien sûr, coupez-la, faites comme vous voulez. C'est son film, il le fait au montage, naturellement. Bien sûr. Et donc, la scène a été coupée, mais il m'a téléphoné avant pour m'en parler. Je trouve ça d'un très grand respect. Alors pourquoi vous n'avez jamais voulu diriger? Parce que je pense que j'en suis pas capable. Je pense que j'en suis pas capable. Directeur d'acteur, pour moi, c'est un métier. Vous savez, pour moi, dans le théâtre, le cinéma ou la télévision, tous les métiers sont des métiers. On ne s'improvise pas metteur en scène, on ne s'improvise pas script, on ne s'improvise pas cadreur, on ne s'improvise pas éclairagiste. On ne s'improvise pas, c'est des métiers qui s'apprennent. Et donc, je ne crois pas que j'ai... Enfin, c'est pas que j'aurais pas envie, mais c'est que il me semble que je ne serais pas capable. C'est dur de driver quelqu'un. C'est très dur. C'est vrai que c'est fou, ce métier d'acteur, d'un coup, donne
ouvre des portes, des possibilités à d'autres métiers. On a l'impression qu'il est permis, parce qu'on est acteur, de devenir réalisateur, metteur en scène, auteur, etc. Voilà, Alors, ça voilà. l'est pour certains, il y a une cohérence pour certains, mais donc pas pour tous. Ben, il y en a qui ont commencé peut-être comme acteurs et puis qui savaient déjà qu'ils avaient envie d'aller vers la mise en scène. Alors ils font l'acteur pour peut-être comprendre les problèmes du côté de l'acteur. Alors ça, je trouve ça formidable, parce qu'ils sont sur un plateau, ils voient comment on les traite, ils voient comment ils attendent, comment ils répètent, et puis après ils passent de l'autre côté. Alors là, ils savent et ils ont plus de respect. Ou une façon différente de diriger. Mais ça, ce n'est pas simplement le métier, c'est les gens. Quand vous dites que vous êtes comédien ou metteur en scène, pour la plupart des gens, vous ne faites rien. Alors que ce sont des métiers très rudes, très fatigants, très difficiles, métiers de lutte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail, il faut trouver du travail, il ne vient pas comme ça, le travail. Gagné. C'est pas gagné. Non, et puis un metteur en scène, c'est très connu. En France, on doit écrire des scripts, après il faut essayer de monter le film, il faut avoir l'avance sur recette, il faut trouver des producteurs. Il y en a qui mettent 3 ans pour monter un film. Et de quoi ils vivent pendant ce temps-là? Non, mais je veux dire, voyez? Donc c'est les acteurs pareils, les intermittents du spectacle, ça veut dire quelque chose. Ils travaillent sur un projet, puis ils ne travaillent plus pendant 6 mois. Donc les gens pensent, les comédiens, oui, non, c'est des métiers où... C'est des métiers d'attente, c'est des métiers de difficulté, c'est des métiers où on se remet en question, c'est des métiers de doute, on doute tout le temps. Donc je crois que les gens qui sont confortablement tous les matins au bureau, c'est peut-être pas drôle d'aller dans un bureau tous les matins, probablement pas, et sortir à 14 midi pour déjeuner pendant 1 heure et retourner jusqu'à 17 heures, c'est sûrement pas drôle, mais c'est une espèce de stabilité que les gens du spectacle, de tous les spectacles, n'ont pas. Donc c'est des métiers très difficiles. Pour reprendre l'expression d'un réalisateur avec qui vous avez aussi tourné, Claude Lelouch, Andrea Ferréol, et si c'était à refaire? Je le referai tout de suite. Immédiatement. Alors il y aurait peut-être des choses que j'essaierais d'éviter, des refus auxquels je dirais oui, ou d'autres films auxquels j'ai dit oui que je dirais non. Mais enfin bon, en tous les cas, je referai ce métier parce que c'est formidable quand vous réussissez. Mais quand vous ne réussissez pas, c'est un métier de rancœur, c'est un métier de jalousie. Non, mais quand vous avez des films à Cannes, moi j'en ai eu 7. Alors, quand vous montez 7 fois les marches et tout, voilà quoi. On est heureux, on explose, voilà. Mais bon, ça ne veut pas dire que derrière on travaille, attention. Hein. Mais il y a quand même une satisfaction qui vous est donnée et qui est importante. Andrea Ferréol, merci infiniment d'avoir répondu à ce rendez-vous, à l'invitation de ce rendez-vous. Merci à vous.